tout le monde, bienvenue une nouvelle fois à ce webinaire. On a vu, on a pris l'habitude de démarrer à l'heure, c'est très bien. Et du coup, on va attendre un petit peu les retardataires qui ne devraient pas tarder. Donc, pour ceux qui sont là déjà, je vais vous lancer un petit sondage. Comme à notre habitude, on le lance en début de webinaire. Vous avez le temps de le remplir, je vous le rappellerai en cours de route. Il porte bien évidemment sur le sujet de ce soir, entreprise punir. Et il va nous permettre à la fin d'avoir un petit débriefing et une petite synthèse de ce que l'on va se dire. Vous êtes 193 inscrits ce soir, ce qui est un bon score pour la participation à un webinaire, sachant que derrière, c'est en replay et qu'un certain nombre de gens vont le voir en replay. Donc, je vous propose de démarrer parce que le sujet est vraiment prenant. On a eu des jolies discussions quand on a préparé avec les intervenants que je vais vous présenter de suite sur ce thème punir. Alors, on va commencer par Franck, si tu veux bien. Pour me présenter, écoute, bonsoir à toutes et à tous, ravi d'être présent. Donc partenaire de TBS et de Jacques dans des activités de formation continue à destination des cadres dirigeants. J'ai le plaisir de diriger une structure qui s'appelle CEPI Management, donc j'assure la direction générale, une structure qui est dans le domaine de la formation continue, dite exécutive, qui forme entre 2000 et 2500 personnes par an, voilà, qui est basée à Lille, dans le Nord. Et accessoirement, j'exerce une responsabilité au sein des tribunaux prud'homaux, donc toujours sur l'île, dans ce qu'on appelle la section. Les prud'hommes sont organisés par section. Section, donc encadrement, dans le collège employeur. On aura probablement l'occasion d'y revenir. Voilà, ravi d'être avec vous ce soir. Merci, on va y revenir. Effectivement, Sophie Caperan, que vous retrouvez parce qu'elle était avec nous dans un webinaire de la saison 1 et on la retrouve dans la saison 2. Saison 2. Merci pour l'invitation et bonsoir à tous. Alors, je suis DRH du groupe Actia qui comprend à peu près un peu moins de 4000 salariés implantés à peu près dans le monde entier, dont un tiers environ en France, à peu près 1200 collaborateurs et qui est spécialisé dans la conception et la fabrication d'électronique embarquée. Donc, avec un intérêt aussi pour l'intervention de ce soir, sur la disparité de population, que ce soit des populations de supply chain, hein, donc avec une usine, ou des populations plutôt de cadres et cadres sup, donc sur lesquelles forcément nous sommes confrontés au quotidien à cette question de punir, pas punir, à quel moment, pour quelles raisons. Quel est le cadre d'exécution du contrat? Et forcément, en tant que DRH, c'est des bases qu'on pose dès la phase de recrutement, lorsqu'on croise les candidats qui seront amenés après à nous rejoindre. Donc voilà, sujet d'actualité quotidienne dans mon métier. Merci beaucoup. On va continuer avec Jean-François Simonin. Bonjour, donc Jean-François Simonin. Merci pour cette invitation. Je participe assez régulièrement avec Jacques Digou à ces webinaires. Je suis philosophe et je suis consultant en entreprise dans le domaine de l'industrie. Je passe d'entreprise à entreprise, surtout dans les grosses, dans le domaine de l'industrie. Et donc, j'aurai peut-être quelques interventions en lien avec ce positionnement-là tout au long de cette séance. Merci Jean-François. Alors, vous avez remarqué, effectivement, pour ceux qui étaient là dans la saison 1, que la saison 2 intègre un philosophe pour
avoir du recul, un regard qui nous amène à réfléchir sur ces questions que l'on a retenues parce qu'on ne veut pas que les réponses soient tranchées, blanc ou noir. On n'est pas dans le manichéen et on a retenu des sujets qui, effectivement, amènent à se questionner. Et notre quatrième invité que vous aviez aussi vu dans la saison 1, accompagné de son chat. Donc, on va voir si ce soir, le chat de Paul-Henri nous rejoint à un moment. Paul-Henri, bienvenue. Bonsoir à tous et heureux d'être avec vous pour ce moment de liberté. Donc, Paul-Henri Bernard, avocat de son État. J'ai fondé à Toulouse l'antenne d'un cabinet qui s'appelle le cabinet Capstan, qui est un spécialiste de droit du travail. Le fil conducteur de ma carrière professionnelle et d'ailleurs de façon plus générale de l'activité du cabinet, ça a été le dialogue social, la négociation collective. Dans le cadre des ordonnances qui ont mis l'accord d'entreprise au cœur de la construction de la norme sociale, voilà, ça a été, toute ma carrière a été orientée vers ces idées-là, convaincu que le dialogue social, c'est l'outil de constitution favorable, prioritaire de la norme sociale. Et donc, le sujet qui est punir ce soir est un peu paradoxal, est un peu peut-être contradictoire avec cette idée de dialogue social, mais on parlera et on reviendra certainement sur ce paradoxe à l'occasion de nos débats. Merci bien. Alors effectivement, on va y revenir sur ce paradoxe. Une petite anecdote dans les partenaires qui ont relayé ce webinaire et qui font que, moi je vous dis, vous êtes 193 inscrits. Un certain nombre de gens ont repris, bien évidemment, ce que l'on avait proposé, mais ont enlevé le mot punir. Ils ont gardé le sous-titre « L'heure est au management bienveillant, mais quoi et comment faire quand tout le monde n'est pas dans les attentes ?» Parce que le mot « punir » est un mot choquant, qui n'est plus dans l'air du temps. Et ce sera bien, effectivement, de s'interroger autour de ce paradoxe. Dans cette société, alors on va commencer par ça. On va avoir un certain nombre de réflexions un peu macro, un peu globales pour reposer ce contexte. Puis après, on parlera du cadre et des structures qui permettent à l'entreprise de réguler ses fonctionnements. Après, quand on a préparé cette intervention avec les gens qui me font la sympathie de nous accompagner ce soir, on s'est dit qu'il fallait passer un moment sur les différentes personnes qui pouvaient être concernées. Il y a des salariés, effectivement, mais il y a aussi des managers, il y a aussi des dirigeants qui sont confrontés à des statuts différents. Et puis, on se posera des questions sur ce qui se passe à l'international et ce qui pourrait se passer demain dans ce droit du travail qui n'est pas si ancien que ça et qui, finalement, bouge peut-être pas si vite que ça. C'est ce qu'on verra aussi à un moment donné. En parallèle, comme d'habitude, vous avez la possibilité dans le chat de poser un certain nombre de questions. Donc, n'hésitez pas. Bienvenue à tous dans ce chat. Posez vos questions. Éventuellement, on y répondra au fil de la discussion. Sinon, on a un temps dans la dernière partie du webinaire, juste avant 20 h, que l'on s'est réservé pour répondre à ces questions. Et s'il n'y a pas de langue de bois, donc vous pouvez y aller. À partir du moment où on est poli et bienveillant, on peut tout se dire. Et en règle générale, ça fonctionne plutôt bien. Alors, on va commencer avec Franck. Ça tombe bien, on a un président d'une grande nation internationale qui occupe tous nos écrans de télé depuis quelque temps et qui remet en cause le vote. Voilà. Donc, on disait qu'avant, il n'y avait que la génération Y qui refusait les règles. Là, on a quelqu'un qui, d'entrée, dit c'est pas forcément ce qui vient d'en haut qui doit s'imposer à tout le monde. Donc, dans ce contexte où on entend parler de latéralité, de remise en cause de l'autorité, en particulier en France, il paraît qu'on est des Gaulois difficiles à gérer,
Franck, tout à l'heure, tu disais que tu diriges des formations pour managers. Tu es manager toi-même. Ta vision sur l'évolution du mode de management. Merci pour cette première question. Alors, je dois vous dire, en préparant ce webinaire avec Jacques et l'équipe, on a essayé de demander à Jacques d'enlever le mot punir parce que finalement, c'est pas un mot qui est sympa. D'abord, c'est même plus un mot qu'on utilise. Alors, tu me poses la question, effectivement, au niveau du management, quelles sont peut-être les tendances, quelles sont les approches managériales? Alors, vous avez tous entendu, aujourd'hui, on parle, c'est d'ailleurs reposé dans le titre, on parle de bienveillance, on parle d'entreprise libérée. Il y a tout un ensemble de mots qui ont été d'ailleurs progressivement, j'ai envie de dire, retirés dans les manuels. Je ne sais pas ce qu'il en est au sein de TBS, mais vous savez, l'autorité, le commandement. On ne parle plus de commandement, on parle de management globalement. Et si on en arrive à la punition, globalement, on le fait du bout des doigts, souvent sans en parler. Et puis je dirais, est-ce qu'on va oser d'ailleurs punir? Alors qu'on dit qu'il faut être bienveillant, il faut être accueillant, il faut être participatif, il faut être co-lectif, il faut co-construire, il faut qu'on trouve ensemble la solution, mais de là à punir, pour ne pas dire exclure, c'est quand même un cap assez difficile. Alors, une question, pardon, je te coupe, tu as justement une question qui arrive et qui, si comme vous me l'avez suggéré, on enlève le mot punir, qu'est-ce que tu mets à la place? Le mot punir, il n'est pas sympa. Qu'est-ce qu'on va mettre à la place? En fait, il faut fixer un cadre. Je dirais, dès qu'on est dans un collectif, c'est l'échange que nous avions eu en préparation, il est nécessaire d'avoir un cadre de fonctionnement. Il faut fixer des règles du jeu. Alors, la métaphore qu'on prenait, c'est une équipe. Alors, j'allais dire, moi, une équipe de football, je suis dans le Nord. Hein. C'est avec le LOSC qui est en tête du championnat. Je vais parler du rugby, il va falloir des règles. Donc, il faut un arbitre. Il faut alors, je reste sur le football, mais il faut avoir des cartons jaunes, il faut avoir des cartons rouges. Il faut pouvoir sanctionner, il faut pouvoir exclure. Alors, ce n'est pas une forme de punition, mais un cadre de fonctionnement. À défaut de cadre de fonctionnement, le groupe ne fonctionne pas. Le groupe ne fonctionne pas. Donc, effectivement, si on devait remplacer, pour répondre à la question, il faut qu'il y ait une reconnaissance de ce qu'on va faire, entre guillemets, bien ou mal. Donc, le bien, c'est une félicitation, ça peut être une prime, une incentive, quelque chose à partager, individuellement ou collectivement. Si on fait mal, je dirais, ça va être une remarque, un avertissement, voire une exclusion. Et la punition, elle arrivera là. La punition, elle est associée probablement à la terminologie ou dans la sémantique à une notion de sanction. On va sanctionner ce qui n'est pas bon. Merci, Franck. Pour prendre le contrepoint, Sophie, on a parlé, Franck l'a dit, management bienveillant, management dans la concertation. Point de vue du RH sur cet aspect-là, dans le contexte actuel, c'est la norme? Le contexte actuel, si on parle du Covid, alors pour moi, ça ne change pas forcément parce que c'est pareil, c'est posé dans le cadre aujourd'hui, forcément, on est en recherche de performance accrue, hein, et dans un cadre qui est peut-être plus autoritaire parce que normé et réglementé, ne serait-ce qu'au niveau sanitaire. Pour autant, pour moi, on reste dans du management, en tous les cas, qui est attendu comme étant, j'opposerai pas ni bienveillant ni dans la concertation. Il y a quand même une recherche des deux, c'est-à-dire on est dans une recherche, moi, de ce que je perçois, que ce soit au niveau du management en ce moment, parce que malheureusement, on peut traverser aussi des périodes difficiles de restructuration et il faut qu'ils nous accompagnent et qu'ils nous aident là-dedans. On est en recherche de clarté, de donner des instructions claires, cohérentes dans la globalité de l'organisation, qui ait une perception quand même d'équité dans les décisions qui sont prises. Donc, c'est exactement ce que disait Franck par rapport aux règles qui sont fixées, avec effectivement un temps de reconnaissance. J'aime vraiment bien ce mot, c'est-à-dire une reconnaissance dans les deux sens, de considération et de concertation. Mais quand on a fait toutes ces étapes-là, il y a un moment donné, effectivement,
où il faut en passer, et peu importe qu'on soit en contexte de crise ou pas, parfois, effectivement, par des phases de limite, dans ce que l'on accepte ou ce que l'on n'accepte pas, ne serait-ce que pour la compréhension du collectif, du mode de fonctionnement dans l'entreprise. Et pour rebondir là-dessus, on a débattu un petit peu aussi de ça hier. Pour moi, être un manager bienveillant, ça ne veut pas dire ne pas sanctionner. Ça ne veut pas dire ne rien dire, ne jamais faire de feedback. C'est presque l'inverse. Pour moi, un manager bienveillant, c'est celui qui sait dire quand ça va, mais aussi quand ça ne va pas, accompagner les collaborateurs. Mais il y a un moment donné où il faut aussi... il y a un temps où s'arrêtent les acceptations d'erreurs ou d'accompagnement. Et là, effectivement, arrive le temps de la sanction, mais qui peut être fait de façon bienveillante pour accompagner le collaborateur en prise de conscience et à grandir derrière. Donc, pour moi, dans le management bienveillant, on peut inclure cette phase, malheureusement, parfois on y arrive, de sanctions du coup disciplinaires. Et j'ai vu des collaborateurs changer du tout au tout parce qu'ils avaient, de par les discussions provoquées autrement, je dirais, dans un cadre qui était beaucoup plus formalisé, avec de l'écrit, parce que parfois, quand on échange, il y a toujours parfois un peu de brouille entre ce que dit l'émetteur et le récepteur. Et là, au moins, c'était très clair sur voilà ce que l'entreprise attend, voilà ce qu'elle accepte et ce qu'elle n'accepte plus. Alors, justement, sur ça, on a évoqué hier ce cadre qu'il faut poser et qui sécurise. À un moment donné, on a dit ce cadre-là, c'est une sécurité. Vous pouvez, l'un ou l'autre de vous quatre, en dire quelque chose? Alors, il y a, pour poursuivre et répondre à ta question, on parle de bienveillance, on a parlé de punir. Il y a, nous, un mot qu'on aime bien associer à la bienveillance, c'est l'exigence. Il ne peut pas y avoir d'ailleurs de bienveillance sans exigence qui est le corollaire finalement, qui amène à une performance. La bienveillance seule sera peut-être, elle est très bien dans l'absolu, mais elle ne sera peut-être pas suffisante. Il y a un deuxième élément que je voulais juste ajouter, puisque finalement la punition, qui est quand même le mot qui a été retenu finalement, sous-entend autorité, qui est quelqu'un, et donc qui dit autorité, dit notion de pouvoir. On est actuellement dans une difficulté, je dirais généralement, et on peut parfois le retrouver dans certaines entreprises, à assumer, assurer l'autorité, pour tout un tas de raisons, on pourra peut-être y revenir, mais parallèlement ou réciproquement, on est aussi globalement dans un refus d'autorité. On le voit globalement à l'échelle actuellement de la société, où on est plutôt sur un durcissement des règles. Je pense qu'on en est actuellement, immédiatement, on est tous devant un écran, on n'est malheureusement pas dans un bel amphi que vous avez au sein de TBS, parce qu'on nous a imposé de rester chez nous, ou à domicile, ou dans notre bureau, mais en limitant au maximum les déplacements. Et on voit que plus il y a d'autorité, il y a aussi le pendant, c'est qu'on est dans un refus aussi qui est en train de monter en puissance d'autorité. Et toujours pour faire le lien, les circonstances actuelles augmentent la nécessité, très probablement, d'augmenter l'autorité, pour ne pas dire les punitions. L'autorité fixe le cadre, fixe la règle. Si la règle n'est pas respectée, il faudra punir. Encore une fois, vous le voyez immédiatement à l'échelle de l'État. Là-dessus, d'ailleurs, je trouve qu'il y a beaucoup, on en parle des générations Y, Z, etc. Et effectivement, qui sont en recherche de beaucoup d'autonomie, de prise de décision, d'être très participatif, de concertation, de responsabilisation, des demandes de délégation. Et je pense que c'est même sécurisant de fixer un cadre clair d'attente et d'objectifs et de donner après ce cadre d'autonomie et de liberté, mais en ayant posé un socle d'abord. C'est confortant pour être sûr qu'on est aligné quand même sur la vision et la mission, et que derrière, ce qui va se dérouler permet de déléguer correctement et à la personne de s'épanouir également, de combiner l'épanouissement et les attentes individuelles avec les objectifs de l'entreprise. Sur ce volet, Jean-François, dans les échanges qu'on a eus, je trouvais que ton éclairage, ta réflexion sur l'approche matricielle de plus en plus de l'entreprise, qui est une des tendances du management, il y avait quelque chose qui était intéressant dans l'éclairage que tu avais. Tu peux le partager avec nous? Oui, c'est fondamentalement, je trouve, perturbant. Moi, je n'utilise pas les mots punir. Effectivement,
je n'aurais pas intitulé punir ce séminaire parce que c'est un peu hors de propos. Moi qui vais d'entreprise en entreprise, il y a 1000 problèmes, mais il n'y a pas celui de la punition. Je suis d'accord avec Sophie Capran quand elle dit que la punition, il faut plutôt avoir le courage un petit peu de punir et d'avoir des règles. Donc, ce n'est pas un sujet. Mais bienveillance non plus. Je pense que bienveillance, ce mot est carrément tordu. Je le vois à toutes les sauces. Et en fait, on attaque souvent les réunions où comment dire, la situation va être dure, les restructurations très, très cruelles, et on l'attaque avec le mot bienveillance. Je trouve que il y a quelque chose d'un peu pervers dans l'utilisation, dans la surutilisation du mot bienveillance pour parler des choses de plus en plus dures. Dans l'entreprise, en ce moment, il me semble que sur les 25 dernières années, ça fait 25 ans que je passe d'entreprise en entreprise. L'univers, je trouve, se durcit un peu. Il se durcit, il s'individualise. Et je ne crois pas qu'on manque de cadres et je ne crois pas qu'il y a assez d'autorité. Peut-on parler, j'en étais sur la bienveillance, peut-on vraiment parler de bienveillance lorsqu'il y a des intérêts divergents? Voici 20 ans, on pouvait réconcilier l'économique et le social et faire ensemble que tout le monde marche dans le même sens. Je veux dire, tant qu'on croyait à la théorie du ruissellement, on pouvait tous aller dans le même sens. Mais aujourd'hui, est-ce que ça tient encore debout? Est-ce que les intérêts ne sont pas devenus tellement divergents aujourd'hui que parler de bienveillance pose un problème de fond? Peut-on parler de bienveillance lorsqu'on attaque un projet de restructuration, par exemple? Vous voyez, c'est une vraie question, celle-là, je pense, il me semble. Sur l'individualisme croissant, je trouve, moi, j'ai l'impression que les individus, à tous les étages de l'entreprise, du comité du COMEX jusque dans les ateliers, tout le monde est de plus en plus laissé à sa situation individuelle. Je crois que les cadres sont en train de se fragiliser, voire même, dans certains cas, de nombreux cas, ce sont les clients en direct qui ont la plus grande autorité vis-à-vis d'un cadre, vis-à-vis d'un vendeur, vis-à-vis d'un chef de produit. Et je trouve que ça pose un peu problème. Alors, couplé à ça, et ce dont on parlait, Jacques, hier, c'est les organisations matricielles. Il y a quelque chose vis-à-vis du droit et de punir, de sanctions qui est tout à fait original dans toutes les grandes entreprises maintenant. On a des organisations matricielles qui font que chaque individu, à tous les échelons, dépend de 2 ou 3 ou 4 cadres. Et donc, la question de l'autorité est complètement renouvelée. On parle même d'auto-évaluation. Il y a plein de grands groupes dans lesquels on parle d'abord d'auto-évaluation, d'évaluation à 360 degrés. Donc, la question de la punition, de la sanction, de la reconnaissance est en train d'être rebelottée dans des grandes largeurs. Voilà, je m'arrête là pour l'instant. Mais voilà, le mot n'est pas bon, mais on touche quand même quelque chose qui pose question en ce moment, quoi. Voilà. Merci. Ça me conforte dans le fait que j'ai atteint mon objectif, c'était de faire réagir en mettant ce mot punir. Donc, ça génère effectivement des réactions, comme on l'a dit dès le début. Je vous propose, avant de passer à la suite, qui sera le cadre de prendre une question qui vient d'être posée, c'est la distinction entre erreur et faute. Qu'est-ce que ça vous amène comme réflexion à tous les quatre? Et puis, on amènera peut-être justement la distinction sur le plan juridique entre l'erreur et la faute. Mais côté manager, côté RH entreprise, comment vous réagissez entre l'erreur et la faute? Je le prendrais plutôt sous un angle juridique parce qu'après, on peut utiliser un mot pour l'autre. Donc, voilà, une erreur peut être une faute peut être en cause d'une erreur. Enfin, voilà, donc je fais pas bien la distinction. Après, souvent, on parle d'erreur plus en disant justement dans le management bienveillant, il faut accepter des erreurs, etc. Après, encore une fois, j'en reviens où est-ce qu'on met la limite. Mais en terminologie, voilà, la faute, c'est quand même une terminologie qui est utilisée en droit du travail. Donc, on en revient là à la notion de sanction disciplinaire pour moi. En droit, la faute caractériserait, contrairement à l'erreur, la volonté. C'est-à-dire qu'il y a une intention, voire une intention malveillante. L'erreur, c'est la maladresse, l'erreur est en soi excusable, elle est peut-être le fruit d'un manquement professionnel ou d'une incompétence professionnelle, où l'employeur doit s'interroger d'ailleurs sur le fait de peut-être pas avoir mis le salarié à niveau pour qu'il ne commette pas l'erreur. La faute,
on rentre quand même dans le champ volontaire, intentionnel, voire malveillant dans certains cas. C'est la distinction juridique entre les deux domaines. Si je poursuis, Jacques, si tu me permets, juste très rapidement, c'est que aujourd'hui, on donne de l'autonomie, ou on essaie de donner de plus en plus, ou on imagine donner de plus en plus de l'autonomie aux cadres. Pour cette autonomie, en leur donnant cette autonomie, on leur donne le droit justement de se tromper, de commettre des erreurs, et donc d'apprendre et de progresser. Ce qui peut être un peu le paradoxe à nouveau. Derrière, sur effectivement les fautes, la terminologie de faute, elle est effectivement une terminologie utilisée en droit. Et vous savez qu'en droit du travail, on va parler de faute, on va parler de faute grave, et on va parler derrière de faute lourde. La faute grave, c'est quelque chose qui porte préjudice, et un préjudice, on va la qualifier plus précisément, mais il y a déjà un préjudice qui a été, on pourrait y mettre, qui porte déjà à certaines conséquences. La faute lourde, on franchit encore une étape, un cran, on est dans la volonté de nuire au collectif, de nuire à l'entreprise. Et là, la faute grave, faute lourde, sont effectivement sanctionnables, et si je reste dans le sujet, pourront amener à punition. Alors, merci Franck, on va justement continuer sur ça et passer sur le volet cadre et structure. Paul-Henri, le droit du travail, il a 100 ans, grosso modo. Un petit peu plus. Un petit peu plus, tu vois, je le voyais même plus. Juste, 110. Est-ce que tu peux nous dire de façon synthétique qu'est-ce qui le caractérise, ce code du travail? Parce que quelque chose qui a 110 ans, quand on réfléchit à ce qui se passait il y a 110 ans et quand on réfléchit à ce qui se passe aujourd'hui, on n'est plus dans le même monde, on a le même code. Non, on n'est plus dans le même monde, mais la notion de punition est un concept qui est né avec le code du travail et qui d'ailleurs, tout archaïque, tout désagréable que soit ce mot, est une réalité et du code du travail et de la pratique des entreprises. Et contrairement aux évolutions assez fulgurantes qu'on a connues du code du travail, notamment ces dernières années, notamment à travers les ordonnances, notamment en mettant au centre du code du travail l'accord d'entreprise comme créateur de normes, le concept de sanction disciplinaire, la relation individuelle, le contrat de travail n'ont pas évolué d'un iota en 100 ans. Pourquoi? Parce que le code du travail magnifie le pouvoir de direction. Il n'empêche pas le pouvoir de direction, au contraire, il le caractérise. Le fil conducteur de la gestion des entreprises, donné aux chefs d'entreprise, c'est le pouvoir de direction. Au bout du pouvoir de direction, le pouvoir de direction, c'est le pouvoir de décider ce qui doit être mis en œuvre pour le bon fonctionnement, pour la bonne marche de l'entreprise. Et au bout de ce pouvoir de direction, il y a le pouvoir disciplinaire, il y a le règlement intérieur, il y a le pouvoir de punir. On enlèvera le mot, le droit du travail parle de sanctionner, mot plus léger, mais qui, dans les contextes que vous avez chacun d'entre vous évoqués, reste quand même une notion assez archaïque. On s'imagine de punir un adulte en l'infligeant un avertissement, une mise à pied, voire la sanction ultime, qui cette sanction ultime est le licenciement, ou le licenciement pour faute, comme l'évoquait Franck Thierry. Donc, on est dans ce schéma qui n'a pas bougé d'un iota depuis 100 ans. Pourquoi il n'a pas bougé? Il n'a pas bougé parce que si on veut mettre en œuvre la rupture d'un contrat de travail et qu'on veut la sécuriser, il faut la motiver. Et comment on la motive? On la motive en constituant un dossier et on la motive à travers le droit disciplinaire. Et si on voulait sortir de cet archaïsme, parce que ce que je considère moi comme un archaïsme, je ne mets pas en cause le pouvoir de sanctionner. Il y a un pouvoir de réglementer, de diriger, mais le pouvoir de sanctionner en soi me semble pouvoir être remis en cause. Il faudrait supprimer le pouvoir disciplinaire. Et pour supprimer le pouvoir disciplinaire, il faudrait supprimer l'obligation de motiver les licenciements. Et là, c'est une grande question, on ne l'a jamais résolue, on ne l'a pas résolue pour l'instant. Il faudrait autoriser l'employeur à licencier sans motif. Et ce débat, il a eu lieu.
chaque fois qu'on a essayé d'y toucher au droit du travail, ça s'est appelé le CNE, le CPE, etc. Et ça a mis la population dans la rue. Il y a eu le feu. Oui, le débat sur la capacité de rompre le contrat sans motif, ça a été le CNE, le CPE, c'était les contrats qui étaient destinés plutôt aux jeunes et qui pouvaient être rompus sans motif pendant les premiers temps du contrat, on pensait à 2 ans à l'époque. Il y a eu tout le débat sur le contrat unique, qui consistait à penser qu'on pourrait conclure un contrat qui fusionnerait le CDD et le CDI et qui serait fragile pendant un temps assez long, beaucoup plus long que ce qu'on connaît aujourd'hui, qui sont les périodes d'essai. Jamais on est arrivé à déverrouiller, à conclure sur ces thèmes-là, parce que les positions des deux parties, des organisations syndicales et des organisations patronales, sont très dogmatiques. C'est d'autant plus que pour déverrouiller ce dispositif, il faudrait lui substituer un dispositif financier. C'est considéré que si l'employeur utilise cette capacité à mettre en œuvre cette rupture du contrat de travail sans motif, donc en écartant l'usage du droit disciplinaire, il devrait payer plus que ce qui est la norme de la rupture du contrat. Et là, si juridiquement c'est imaginable, moralement ou éthiquement, c'est peut-être un autre débat. Voilà. Donc, cette notion de punir, elle est vraiment au cœur du Code du travail. Elle n'a pas évolué d'un iota en 100 ans. Merci. Sophie. J'aurais voulu dire un mot à ce sujet, Jacques, si tu veux bien. On l'évoquait hier soir en préparant. Il faut quand même dire, je m'inscris un petit peu en fou ou en décalage par rapport à ce qui vient d'être dit. On parle de dialogue social, on parle de difficultés. Il me semble que l'un dans l'autre, les dernières évolutions sur les 10 dernières années, entre les lois Fillon, Rebsamen, les ordonnances Macron, ont fragilisé. On parle de dialogue social, mais c'est un mot qui devient de plus en plus creux parfois. Parce que pour l'instant, on voulait faire des progrès en termes de dialogue social, et moi, sur le terrain, je crois qu'on a beaucoup reculé. Il faut dire les choses comme elles sont. On a reculé en termes de dialogue social. Alors, ce n'est pas tout à fait dans le registre de la sanction et de la punition, mais on a quand même le contrat de travail s'est retrouvé fragilisé. Il vaut mieux le dire. Le sujet ou la question à cet égard, à mon avis, l'évolution ou effectivement les ordonnances, etc., Macron, quel est le sujet? Le sujet, c'est finalement d'améliorer la fluidité du marché de l'emploi, du marché du travail. Et je trouve que là, auquel cas, c'est intéressant d'ouvrir un peu la réflexion, on en a parlé également entre nous, notamment ce qui peut se faire dans d'autres pays. Je pense évidemment, on parle beaucoup immédiatement des États-Unis, mais intéressons-nous simplement au marché du travail américain, on pourrait regarder sur d'autres pays. On embauche, on débauche extrêmement facilement, avec une forte sensibilité, une forte créativité. Franck, puisqu'on a une ça, je voudrais, moi, sur les évolutions, justement, poser une question à Sophie Capéran, elle est RH, et une façon de faire évoluer le contrat du travail, c'est la rupture conventionnelle, qui aujourd'hui est quelque chose, moi, ce que je constate dans mon périmètre de management, c'est, pour le dire là aussi de façon un petit peu piquante, c'est un dû. On a des gens qui disent, ok, je vais m'en aller, calculer le montant du chèque que je vais recevoir pour m'en aller. Donc, je voudrais savoir, côté RH, dans un groupe qui, en plus, est un groupe international, donc confronté à des législations différentes, je voudrais savoir quel est ton regard, Sophie, s'il te plaît, sur cet aspect évolution du droit du travail et avec un petit focus particulier pour la France sur la rupture conventionnelle. Alors, juste un mot et j'arriverai à ta question, mais pour moi, il y a quand même quelque chose, c'est que dans la relation de travail, lorsqu'on en arrive à la sanction, pour moi, c'est un échec. C'est un échec réciproque et qui traduit quand même un dysfonctionnement dont il faut se poser quand même la question de la cause de ce dysfonctionnement. C'est-à-dire que pour moi, sanctionner, ce n'est pas une réussite. Et dans Rémi, dans les questions, il nous dit que quand on en arrive à la sanction, à la punition, c'est une faute du manager. Alors, je ne sais pas si je le dirais comme ça, mais dans tous les cas, c'est qu'il a manqué quelque chose à un moment donné. Après, je pense que chaque cas est différent et doit s'analyser. Mais de toute façon, c'est qu'il y a une autorégulation qui n'a pas fonctionné
Je pense que dans les organisations matures, avant même que ça arrive aux managers, moi je l'ai vu vivre en usine, les collaborateurs entre eux s'autorégulent. C'est-à-dire que quand il y a un dysfonctionnement et il y a un élément qui dérive, il est remis dans la voie par ses propres collègues avant même que ça n'arrive à l'oreille du manager. Et c'est là où, du coup, ça devient des organisations qui sont intéressantes par ce biais de l'autorégulation et on n'est plus effectivement dans un acte où on doit en arriver effectivement à une punition. Donc ça, c'était juste pour rebondir un peu sur ce qui était dit précédemment. Sur l'évolution du droit, effectivement, ça n'a pas beaucoup bougé. Pour rebondir sur ce qui a été dit sur la flexibilité du droit anglo-saxon, il y a quand même un biais. Pour le vivre, c'est que cette souplesse s'accompagne quand même d'une judiciarisation des rapports, des rapports dans le travail avec chaque collaborateur à son avocat. C'est-à-dire que c'est très classique aux US et j'ai malheureusement des situations à connaître à ce moment. Le collaborateur, quel que soit son niveau, a son avocat. Donc, on ne discute plus avec le salarié. Donc, ça coupe aussi un peu le dialogue et la relation de travail. Et pour moi, bon, c'est un autre biais et une contrainte qui est différente, avec des montants qui aux États-Unis sont parfois, sont pas plafonnés en plus comme en France aujourd'hui. Et il y a un autre biais que ça peut induire, c'est qu'à aucun moment, mais c'est plus un biais psychologique, hein, c'est que le collaborateur n'a d'explication ou parfois, pour lui, la raison pour laquelle on en arrive là n'est pas intelligible. Donc, ça peut laisser des choses aussi derrière. C'est pas forcément la flexibilité, elle a des avantages, mais elle présente aussi des inconvénients à la fois pour l'employeur après à adresser, mais également sur ce que ça peut laisser de négatif pour le salarié et le manager aussi, hein, qui ne construira pas justement sur cet échec. Et la rupture conventionnelle, alors là en France, ça a encore changé autre chose. C'est-à-dire qu'effectivement, même le collaborateur qui part à l'extérieur, parfois la concurrence, demande une rupture conventionnelle. Moi, j'ai eu des cas de gens qui voulaient courter leur préavis de démission, mais me demandaient quand même au préalable une rupture conventionnelle. Donc, effectivement, c'est une autre approche et qui aussi, finalement, pas retire un nombre de cas disciplinaires, mais forcément, aujourd'hui, ça adresse une autre façon aussi de procéder dans la relation du travail, c'est-à-dire que c'est une façon, quelque part, de retrouver sa liberté réciproque. On a un mode de fonctionnement qui ne convient plus. Il y a une voie qui est rapide, qui est très simple et qui est très efficace, plus ou moins coûteuse, fonction de l'ancienneté et le positionnement du collaborateur, mais qui est la rupture conventionnelle. Finalement, une rupture conventionnelle, c'est quoi? C'est un formulaire CERFA. Et quand la relation de travail ne convient plus aux deux parties, elles s'entendent et c'est fini. Et on n'est plus effectivement dans la construction de dossiers sans fond, sans fin, à devoir étayer un certain nombre d'éléments, le salarié à être en posture de défense et à étayer aussi un dossier. On est sur une rupture amiable, simple et rapide. Donc, c'est un moyen de ne pas aller au prud'homme. Et on va parler des prud'hommes avec Franck Théry, puisqu'on a la chance d'avoir quelqu'un qui le vit de l'intérieur. Alors, Franck, est-ce que c'est compliqué de faire une synthèse sur ce que sont les prud'hommes, leur organisation? Si tu peux, de façon synthétique, nous dire l'organisation, la formation, qui peut y aller, voilà. Je te laisse faire une mais la transition, elle est très bonne. C'est que la rupture conventionnelle a été faite pour désengorger les tribunaux. Et au-delà, pour fluidifier les départs des entreprises, qui peuvent devenir extrêmement litigieux, extrêmement douloureux, humainement insupportables et parfois extrêmement coûteux. L'idée de la convention, de la rupture conventionnelle était, on se met d'accord dans l'intérêt des deux parties, mais à la demande des deux parties, avec une conséquence quand même directe. Ça, c'est l'effet subsidiaire qui est probablement l'effet négatif de la chose, c'est que globalement, dans les organisations, les gens ne vont plus démissionner. On préfère demander et partir avec un chèque plutôt que de démissionner, c'est le cas qui vient d'être évoqué. Alors, justement, les noms... Juste une petite parenthèse, vous avez dans le sondage, et merci de penser à y répondre, vous êtes 48 à l'avoir fait, il en reste un certain nombre qui ne l'ont pas fait. Vous avez une question en cas de souci qui vous protégera le mieux, le syndicat, les RH, les prud'hommes, l'avocat ou vous. Voilà, donc pensez à remplir ce questionnaire, on le débriefera avec Franck. Et ce que je vois de la construction de la réponse qui est en train de se faire va être intéressante. Alors,
pour justement les personnes qui n'auront pas pu quitter leur entreprise ou les employeurs qui n'auront pas pu quitter au travers d'une convention, donc c'est-à-dire finalement un accord juridique, mais quelque part un accord amiable, à un moment donné, généralement d'ailleurs les salariés vont trouver qu'ils ont été victimes de leur employeur et vont engager une procédure au civil auprès des tribunaux prud'homaux. Alors comment les tribunaux prud'homaux fonctionnent? C'est relativement simple. L'idée de base, c'est que c'est une parité avec deux collèges, un collège salarié et face à lui, un collège employeur. Et l'idée qu'on retrouve d'ailleurs de façon à peu près identique dans les tribunaux de commerce, c'est qu'on est représenté par nos pairs. Donc un salarié, lorsque son dossier arrivera en jugement, ce qu'on appelle en bureau de jugement, il aura face à lui deux représentants salariés qui seront là finalement pour quelque part les défendre, en tout cas porter la voix du salarié, et il aura également face à lui deux juges prud'homaux, collège employeur. Alors, donc bureau de jugement, les dossiers sont présentés et souvent instruits par des avocats, on les a évoqués dans le droit anglo-saxon, on sait que les avocats sont très sollicités, mais globalement, au niveau des tribunaux de prud'homme, systématiquement ou quasi systématiquement, il y a l'utilisation par les parties d'avocats qui vont instruire les dossiers et qui vont les instruire à partir de pièces. Et ça, c'est important de bien l'intégrer, de bien le retenir. Les dossiers au niveau des tribunaux de prud'homme sont jugés sur pièces. Donc, à partir de faits, je l'évoquais également précédemment, on n'est pas là pour juger, pour bien juger ou apporter un jugement ou pour rendre simplement justice parce qu'on estime que c'est juste ou que c'est injuste. Que nenni, absolument pas. On jugera de façon très factuelle, en application du droit, à partir des pièces qui nous seront présentées. Donc, les dossiers sont montés par les avocats à partir des pièces qui sont produites d'une part par l'employeur, d'autre part par le salarié. C'est plaidé. Alors, sachez qu'un dossier, par exemple, sur l'île, globalement, aujourd'hui, ça prend 3 ans entre le dépôt du dossier et le bureau de jugement. Et ensuite, les dossiers seront plaidés par les avocats réciproques et il y aura un délibéré, généralement sous 2 à 3 mois qui suivront le bureau de jugement. Il y aura un délibéré, donc justice sera rendue par les juges, donc le collège de salariés, de employeurs. Et je peux vous dire que globalement, on arrive à se mettre d'accord. À 95%, pour ne pas dire 98%, on va se mettre d'accord parce que le droit s'appliquera. Ce qui parfois nous tord les tripes, puisqu'on se dit les choses, parfois ça nous tord les tripes. On va dire, là sur ça, tu dis on va se mettre d'accord. Ce qui est l'inconscient collectif, c'est de dire que de toute façon au prud'homme, c'est toujours les salariés qui gagnent. Eh bien non. Que donc on peut y aller. Eh bien non. Alors, non, tu induis presque un autre élément. J'ai juste finir sur ça, sur le propos précédent, mais je vais y revenir. On se met toujours d'accord parce qu'en fait, on va travailler sur les pièces qui nous sont fournies. Et je vais volontairement, je vais le mettre entre guillemets, mais parfois on va rendre des jugements presque injustes. Un salarié qui visiblement, profondément a été maltraité par son employeur, mais il va pouvoir absolument pas prouver, apporter des pièces comme quoi il aura été maltraité. Et inversement, pour un employeur. Par rapport à la question que vient de soulever Jacques, effectivement, et je vais vous donner l'expression qui m'avait été donnée par un avocat, quand comme je suis moi-même employeur, et j'avais demandé à mon avocat, j'avais effectivement un dossier qui arrivait au prud'homme, et j'avais dit à mon avocat, écoute, voilà, sur ce dossier-là, j'espère vraiment qu'on va gagner. Et il m'a repris en me disant, Franck, je t'arrête tout de suite, jamais un employeur ne peut gagner au prud'homme. Il peut éventuellement ne pas perdre. Et vous comprenez bien la différence. C'est qu'un salarié qui va introduire un dossier au prud'homme peut, dans l'absolu, si sa cause est jugée recevable, percevoir des indemnités et de justes indemnités. Un employeur,
j'irais à quelques exceptions près, il est rare que ce soit l'employeur qui aille mener un dossier au prud'homme à l'encontre d'un salarié. Je crois que tu as justement une exception, sans dévoiler l'affaire qui est en cours, mais dans l'activité ensemble, tu as une exception. Oui, alors j'ai une exception. Et finalement, au travers d'une question qui a été posée tout à l'heure, c'est des dossiers qui sont relativement rares, mais sur lesquels on a une demande de l'employeur d'une condamnation du salarié. En l'occurrence, la demande vient du salarié. Le salarié a été licencié pour faute lourde. Sur la faute lourde, et uniquement dans le cadre de la faute lourde, l'employeur peut donc demander le bénéfice d'un préjudice et donc d'une indemnisation du préjudice qu'il aura subi par le salarié. Je vous rappelle simplement ce que je vous évoquais tout à l'heure. La faute lourde, c'est la volonté de nuire à l'employeur. Je vais prendre un exemple tout simple. Un salarié qui aura volé dans l'entreprise, c'est le plus grossier, c'est le plus simple, mais je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'autres éléments qui peuvent correspondre à de la faute lourde. Eh bien, si c'est prouvé, si c'est acté, on pourra, et généralement les avocats le feront, la partie en défense, puisque bien souvent c'est en défense, c'est l'employeur, ira demander le bénéfice d'une indemnisation. Mais c'est vraiment très, très faible. Très, très faible. Merci. Je voudrais, avant de clôturer cette partie là sur le cadre, je reviens vers toi, Sophie, sur le règlement intérieur. Est-ce que c'est une façon de compenser, de faire évoluer, d'aménager, je ne sais pas comment le dire, ce cadre du droit du travail? Est-ce que tu peux nous dire, volet RH, un mot sur l'utilité, l'utilisation, les limites et les possibilités du règlement intérieur? Alors, le règlement intérieur contient jamais tout, mais c'est vrai qu'il peut pas quand même poser un socle de ce qui est autorisé et interdit, que ce soit en matière de sécurité, d'hygiène. Il pose un cadre aussi effectivement disciplinaire. Certaines entreprises, là par exemple dans le cadre du coronavirus, ont fait un addendum au règlement intérieur pour justement pouvoir sanctionner les collaborateurs qui ne respecteraient pas les gestes barrières, puisque malheureusement, il y a des collaborateurs qui ne veulent pas mettre le masque, qui ne respectent pas les prérequis qui sont posés dans les protocoles. Et on en arrive, là encore une fois, c'est un constat d'échec, à devoir réglementer à travers, tout ça à travers le règlement intérieur. Je pense que notamment sur ce qui est, moi là où je le trouve très utile le règlement intérieur, c'est sur tout ce qui est savoir-être, et c'est peut-être pas parfois la partie qui est la plus développée, parce que c'est aussi l'occasion de reposer des notions de respect, de comportement, de façon de s'adresser aux personnes, de rappeler les règles sur le harcèlement et toute la protection du coup qui va avec. Donc moi, je le trouve vraiment très, très utile sur toutes les parties qui concernent le savoir-être des collaborateurs. Et d'ailleurs, au moment de l'embauche, l'équipe RH explique ces parties-là aux salariés pour savoir ce qu'on tolère et ce qu'on ne tolère pas. Bon, malheureusement, ça fait partie, en tous les cas, dans l'entreprise dans laquelle je suis, des points où il peut y avoir des dérives. C'est pour ça, tout à l'heure, je rebondis sur ce qui était dit, c'est l'erreur du management. Non, quand on a un collaborateur qui insulte les autres gratuitement, bon là, voilà, il y a de l'irrespect. Et aujourd'hui, il y a de l'irrespect dans l'entreprise. Et pour moi, ça fait partie vraiment des premières choses à réguler, sur lesquelles, c'est là où moi j'ai envie de dire, là, il ne faut vraiment pas transiger. Le comportement et le savoir-être dans un collectif de travail, c'est clé pour tout. C'est clé pour le bien-être de tout un chacun et pour l'énergie dans l'équipe. Enfin, pour moi, c'est indispensable. Et là, c'est bien de les faire évoluer parce que justement, beaucoup de règlements intérieurs sont un peu datés sur ces sujets-là, ou pas exploités en tous les cas. Il y a un gros travail sur les règlements intérieurs de rédaction. Oui. Les rédactions sont très datées avec un vocabulaire extrêmement daté qui est très 20e siècle, voire fin 19e pour certains. Henri, est-ce que les entreprises te sollicitent pour relire leur règlement intérieur? Pas assez souvent. Pas assez souvent. Et d'ailleurs, c'est un travail qu'il faudrait faire. C'est un travail fastidieux. Et pour rejoindre les remarques qui ont été faites, c'est aussi un outil redoutable pour les avocats parce que
quand on veut sanctionner disciplinairement, on est enfermé dans ce que nous autorise le règlement intérieur. Et parfois, si on l'a mal fait évoluer et qu'on tombe en face d'un avocat de salarié qui est plutôt compétent, il va aller s'appuyer sur le règlement intérieur pour, en la forme, faire sauter un licenciement ou une sanction disciplinaire parce qu'elle n'est pas conforme au règlement intérieur, quoique légitime parce qu'elle n'est pas conforme en la forme au règlement intérieur. Donc, le travail de relecture, de rédaction régulière de ce document est important, rarement fait, hein, pour répondre très clairement à ta question. Franck, est-ce que des règlements intérieurs sont des pièces apportées régulièrement devant les prud'hommes? Ça peut. C'est probablement pas l'élément essentiel. L'élément, évidemment, sur lequel on travaille beaucoup, c'est le contrat de travail, hein, qui régit la collaboration et toutes les dispositions de la collaboration, les bulletins de salaire et évidemment les lettres de licenciement. Et autour de ça, tout ce qui pourra venir. Et là, on peut retrouver, le cas échéant, le règlement intérieur. Juste une toute petite remarque par rapport au propos de Sophie tout à l'heure, où Sophie a dit c'est une forme d'échec quand on est amené à sanctionner, à punir. Et elle a raison. C'est quelque chose, c'est pas passé comme on l'avait prévu. Mais j'ai envie d'ajouter quand même, le plus grand échec ou le plus grand danger serait derrière de ne pas sanctionner. S'il y a eu une erreur, Sophie évoquait un non-respect, etc., quelqu'un qui a dérivé, quelqu'un qui ne respecterait plus les règles, tant vis-à-vis de l'individu concerné, c'est lui dire attention, tu as franchi la ligne blanche, c'est pas bien, voilà pourquoi. Donc vis-à-vis de lui, il est important de le rappeler pour le ramener du bon côté, d'une part, mais tout autant, et peut-être encore davantage, c'est vis-à-vis du collectif. Si vous avez quelqu'un dans votre équipe qui ne suit pas les règles, et c'est pour ça que je m'appuie sur le règlement intérieur, qui ne suit pas les règles, qui n'est pas averti, sanctionné, et le cas échéant même puni, comment vont fonctionner le reste de l'équipe? Est-ce que ça devient justement la nouvelle règle? Et sachez-le, c'est que le droit a aussi une particularité, et en l'espèce, on pourrait la retrouver, de la notion de la jurisprudence, c'est-à-dire presque une forme d'usage qui a été reconnue. Si on accepte, je vais prendre un exemple très très simple et j'en resterai là, j'en terminerai là, on accepte l'horaire de travail qui serait fixé dans le règlement intérieur et on démarre à 8 heures le matin. Et puis, il y en a qui arrivent à 8h15, 8h30, certains 9h moins le quart, exceptionnellement même 9h. On ne dit rien. On n'a pas respecté le règlement. Si le management ne rappelle pas à l'ordre, avec la bonne forme, avec bienveillance, mais avec exigence, eh bien, ça deviendra la norme, ça deviendra une acceptation, et vous ne pourrez plus sanctionner derrière. Voilà. Donc, on voit typiquement la nécessité du management d'intervenir quand ça n'est pas comme on l'a fixé. Mais même en termes d'exemplarité, vis-à-vis des collaborateurs, je pense que c'est important. C'est une forme aussi de différenciation et de reconnaissance, certes négative, mais que le management est lucide sur ce qui se passe au niveau d'une équipe, qui voit ce qui va et qui voit aussi ce qui ne va pas et qui sait le dire. C'est aussi une forme de courage. Hein. Sophie vient de dire un mot qui me paraît très, très important, c'est le courage. Le courage managérial, vous savez, et vous le savez tous, c'est qu'il est facile ou plus facile de dire bien, bravo, merci, etc. Encore faut-il le faire. Je reviens sur la reconnaissance. Il est beaucoup plus compliqué de dire c'est pas bien. On n'aime pas dire c'est pas bien. Mais il est essentiel de pouvoir le faire. Merci de ces compléments. Malheureusement, il ne nous reste que 6 minutes. Sinon, j'aurais bien lancé sur le tapis des mots comme désobéissance civique, droit de retrait, oser, qui est le thème du prochain webinaire. Et là, des fois, il faut sortir du cadre, oser sortir du cadre. Voilà, je pense qu'on aurait eu beaucoup de choses à se dire. Je pense que la partie suivante, ce serait dommage qu'on ne la traite pas quand même, parce qu'elle est relative aux différents statuts. Et il y a eu des questions sur ça, sur le dirigeant, comment sanctionner un dirigeant, comment... dans une entreprise, il y a des salariés, il y a des managers, il y a des dirigeants, il y a... Bon, qui veut réagir sur ça? Je pense qu'on pourrait l'aborder au moins sur 2 points, même si on ne traitera pas tout. D'abord, le cas particulier du dirigeant, qui est vraiment quelque chose de très particulier par rapport à un salarié, donc dirigeant non salarié.
si tant est qu'il n'est pas propriétaire de l'entreprise. Est-ce que vous pouvez dire un mot sur ça? Et puis sur le rôle du manager. Aujourd'hui, c'est compliqué de trouver des gens qui veulent manager aussi dans certaines entreprises. Qui veut y aller? Pour faire très simple sur le dirigeant, directeur général, voire même un président, au sein de son conseil d'administration, il est détenteur d'un mandat, ou en tout cas, il peut l'être. Parfois, d'ailleurs, il va cumuler un contrat de travail, le salarié, et être de façon complémentaire un mandataire. Tout ce qui est du registre du contrat de travail, on vient de l'évoquer, ça régit un code du travail. Donc, on ne fait pas ce qu'on veut, comme on veut. Il y a tout un ensemble de mesures de prévenance. Le mandataire est révocable ad nutum, du revers de la main, sur le champ, sans justification. Vous êtes au sein d'un conseil d'administration, le président du conseil d'administration peut, du jour au lendemain, sans aucunement avoir à motiver quoi que ce soit, se séparer de son directeur général. Donc, c'est celui qui est le moins protégé dans l'entreprise. Et accessoirement, au titre du mandat, sauf à prendre des assurances complémentaires, petite incise, il ne bénéficie pas, ès-qualité, au regard de son mandat, d'une assurance chômage, Pôle emploi, qui n'existe pas dans l'exercice d'un mandat. OK. Un mot sur ces managers confondus. Les à la coque. À la coque. Non, le manager. L'heure du repas. Je pense. L'heure du repas, donc vous voyez, il faut se dépêcher. Surtout que les à la coque trop cuits, c'est pas bon. Le manager, avec un constat, c'est que il y a un certain nombre de postes d'encadrement qu'il est difficile de pourvoir aujourd'hui dans l'entreprise. Est-ce qu'on peut réagir sur ça? Peut-être Sophie, tu as... En tous les cas, alors, les pourvoirs en externe, on y arrive toujours. Par contre, là où on a un peu plus de mal, je dirais, c'est à susciter des vocations, d'évolution interne et la prise de responsabilité avec tout ce que ça recouvre, en bien, dans la promotion, dans l'évolution de carrière, etc. Mais susciter des vocations, effectivement, avec ces responsabilités-là, surtout sur des rôles, pas de top management, mais vraiment de management moyen, qui sont souvent, finalement, un peu pris entre des injonctions paradoxales, qui sont souvent tiraillées entre des attentes de la direction et ce qui leur remonte de leur équipe. C'est des rôles en plus très couteau suisse, où on attend vraiment beaucoup d'eux. Et effectivement, ce que je peux constater et partager avec des pairs dans la profession, c'est qu'aujourd'hui, faut vraiment aller vendre la promotion manager. Voilà, et ça se prépare. Alors, on commence aussi à former, à préparer un parcours carrière. C'est aussi une forme de préparation de la personne à se dire, allez, en temps opportun, on sait que tu en auras envie et on t'accompagne à le devenir. Mais ça se fait plus, c'est pas, comment dire, c'est pas quelque chose où les gens vont se battre pour, quoi. Il n'y a pas, voilà, c'est... Moi, je me souviens dans une autre entreprise où j'étais avant, il y avait vraiment une vocation de faire évoluer des opérateurs en supply chain en tant que chef d'équipe, qui était le premier niveau de management. Et malheureusement, on arrivait assez régulièrement à pouvoir ces postes en externe. Merci Sophie. Jean-François, un mot. On est à 20h dans une minute. Et oui. Dire un mot. Autour de ces questions, sanctions, punitions, si on essaye de prendre du recul, puisque le droit a 110 ans, le droit du travail a 110 ans, si on essaye de prendre du recul, je vois trois grands mouvements qui conduisent, je pense, à réinterroger les rôles et responsabilités dans l'entreprise. Premièrement, l'individualisation croissante de la société en général, mais de l'entreprise pareil, de la même façon, qu'il s'agisse du temps de travail, de rémunération. La disparition de l'autorité et de la hiérarchie avec les organisations matricielles et les injonctions contradictoires dont je parlais tout à l'heure. Et enfin, toutes les nouvelles technologies, notamment les lacs de données, le big data, l'intelligence artificielle, la blockchain. Tout ça conduit à faire en sorte que les rôles et responsabilités de chacun évoluent dans les grandes largeurs. Et je crois que le droit du travail, le contrat de travail a beaucoup de retard là-dessus.
Et je ne sais même pas d'ailleurs si le droit peut encore, si c'est le droit ou le dialogue social entreprise par entreprise qui doit combler ça, je ne sais pas, c'est tout un vaste sujet, mais il y a un gros chantier là, réinterroger les rôles et responsabilités dans l'entreprise. Merci, c'est effectivement un vaste chantier. Je me dis qu'il y a tout un tas de choses qu'on n'a pas eu le temps de traiter malheureusement. On n'a pas parlé d'inspection du travail, on n'a pas parlé de médecins du travail, on n'a pas parlé du rôle des syndicats, de l'international avec l'Allemagne, même si on a à peine évoqué les États-Unis. Donc, on pourra reprendre tout ça. Je clôture le sondage et je vais profiter de quelques instants avant de se ruer sur les œufs à la coque pour le débriefer avec vous. Regardez, première question. Pour ce qui vous concerne, vous aspirez à un CDI 37 personnes, 65%, plutôt à la flexi-sécurité, dont on entend beaucoup parler dans les recherches managériales, 35%. Sachant que l'échantillon que l'on a ce soir n'est pas scientifiquement représentatif. Mais ça donne quand même des tendances. La réponse à la deuxième question est vraiment très intéressante. En cas de souci, qui vous protège le mieux? Vous êtes 2 à penser que c'est un syndicat, vous êtes 5 à penser que ce sont les RH, vous êtes 11 à penser que ce sont les prud'hommes, vous êtes la majorité, 51% de justesse, Paul-Henri, de justesse, mais tu as la majorité. Et dans ces périodes, il y en a beaucoup qui la souhaiteraient, les avocats. Et vous-même, gratifiant. Je trouve cette dernière réponse intéressante. Vous-même, 26% qui pensent que c'est vous-même. Selon vous, qui est le plus protégé? Le salarié, 70%, l'entreprise, 32%. Les prud'hommes sont des structures adaptées. Franck, tu vas repartir heureux ce soir. Oui, 67%. Non, 33%. Les RH, Sophie, sont en priorité du côté des salariés, du côté de l'entreprise plutôt, à l'équilibre entre les deux. On a discuté de ce point-là avec Sophie tout à l'heure et la discussion était intéressante. Et enfin, la dernière, punir est une nécessité aujourd'hui en entreprise. On est quasiment dans un équilibre, 47-53, et ça traduit bien tout le débat que l'on a eu jusqu'à présent. Je vous remercie grandement. Il est 20h. On se retrouve mercredi prochain, le premier mercredi de décembre, ce sera le 3 décembre, je crois, avec un thème qui sera osé dans ces entreprises où aujourd'hui les temps sont durs pour l'économie. On pourrait tenter de réduire la voile pour arriver à survivre ou au contraire de prendre des risques, de sortir du cadre pour oser. Merci à tout le monde, merci aux invités, merci aux gens qui étaient là ce soir. Belle soirée. Et merci. Bonne soirée. Bons œufs à la coque. À bientôt. Bonsoir. Bonsoir.